Bonjour Étienne Taubois. Bonjour. Après 10 jours de jeu, êtes-vous un organisateur heureux ? On est un organisateur très heureux, évidemment, avec tout ce qui se passe dans notre beau pays en ce moment autour des Jeux Olympiques et bientôt autour des Jeux Paralympiques. On reste concentré. C'est qu'à la fin du bail qu'on paye les musiciens, mais pour l'instant, tout se passe pour le mieux et c'est une énorme satisfaction, évidemment. Qu'est-ce qui vous marque pour l'instant ? Qu'est-ce qui vous a marqué, le plus marqué ? C'est cet engouement extraordinaire, c'est cette ambiance fantastique qu'on retrouve sur tous les sites de compétition. On a des sites de compétition absolument magnifiques. Et puis voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a cette magie, cette communion entre des athlètes extraordinaires qui font des performances tous les jours, qui nous font rêver. Et puis voilà, ça s'embrase dans tous les stades. C'est absolument magique. C'est la magie des Jeux. Et ça déteint sur le public visiblement. Et vous avez sans doute vu la presse du monde entier qui s'émerveille de voir que les Français râlent même plus. Vous aviez imaginé ce pouvoir des Jeux ? Encore une fois, c'est la magie de l'olympisme. Je crois que tout le monde est heureux de se retrouver autour de valeurs positives, autour d'une forme d'universalité. On a des gens qui viennent de tous les pays. Il y a des couleurs partout. Les gens sont heureux, les gens sont aimables, tout se passe bien en termes d'organisation, il n'y a pas trop de galères, donc ça c'est fantastique, les transports sont au rendez-vous, la sécurité est au rendez-vous, les pouvoirs publics, franchement, tout le monde se met au diapason. Voilà, c'est fantastique de voir ce que notre pays, la France, est capable de faire quand on se met tous ensemble autour d'un objectif commun, et voilà, ça fait plaisir, je crois qu'on est très fiers. Comme directeur général, vous avez sans doute les comptes de la billetterie. Est-ce qu'on le point au jour de ce matin à date, on en est, combien de billets ont été vendus ? On est à plus de 9 400 000 billets pour les Jeux Olympiques. C'est un record. On a battu le record d'Atlanta qui datait de 1996. Qui était de qui était de 8,7 millions, je crois, de mémoire. Donc on est largement au-delà. Il reste quelques opportunités. Donc là, on arrive sur la fin, mais il reste encore quelques opportunités à saisir. Il y a aussi la cérémonie de clôture qui va être une grande fête, là encore, pour clôturer ces Jeux. Donc il reste des places pour la cérémonie de clôture. Et puis après, il y aura les Jeux Paralympiques pour continuer l'aventure. Elles se revendent beaucoup, ces places, là, aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, on a mis en place cette plateforme de revente qui fonctionne très bien, qui permet à certains qui n'ont plus l'opportunité de venir, de pouvoir revendre leurs places. Et puis ça donne de nouvelles opportunités pour ceux qui se réveillent un peu tard. Donc, voilà, aux Parisiens qui étaient partis et qui regrettent un peu. Voilà. Et puis on a encore des gens qui viennent de l'étranger. Il y a cet engouement autour des Jeux qui ne se dément pas. Et puis là, on arrive un peu dans le money time avec les finales pour les sports collectifs, etc. Et donc l'engouement ne se démord pas. Vous parlez de ces Parisiens, ces Français qui reviennent en se disant mince, on est en train de louper un truc. Il y a eu tout ce dénigrement avant. Et je ne sais pas si vous avez lu dans Le Monde Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui dit son bonheur, son soulagement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et avec des mots qui visiblement viennent des tripes, parce que elle dit fuck au réac, fuck à l'extrême droite, à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans la guerre de tous contre tous. Vous qui étiez aux premières loges de tout ça, vous avez vécu comment toutes ces critiques, ces doutes en amont ? Vous savez, moi j'ai eu l'occasion d'être concerné de près ou de loin par 14 Jeux Olympiques. À chaque fois, ça a été extraordinaire. Donc, je crois qu'avec Tony Estanguet, avec toute l'équipe, on n'a jamais vraiment douté. Nous, on savait qu'une fois que ça serait parti, et on l'a vu dès le relais de la flamme, quand la flamme est arrivée sur notre territoire, plus de 7 millions de personnes qui se sont massées partout en France pour saluer le symbole de cette flamme, symbole de paix, etc. Et je crois que les gens ont envie de ça. Et donc nous, on est resté, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, c'était compliqué, on a essuyé beaucoup de critiques, parfois légitimes, parfois un peu moins légitimes. On s'est accroché et parce qu'on savait qu'au bout, le résultat serait fantastique. Et je dois saluer d'ailleurs tous les acteurs, les pouvoirs publics, notamment tous ceux qui ont cru au projet. Et il y a eu du monde c'est un long projet. Quand vous dites 14 Olympiades, parce qu'effectivement, hiver, été, à différents titres, vous en avez vécu 14, ça veut dire que c'est un peu toujours comme ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que en amont, tout le monde doute. C'est compliqué d'organiser les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. On voit, ça occupe l'espace, et donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de doutes. On se pose la question, c'est beaucoup de ressources
ressources, donc beaucoup de planification. Donc c'est normal qu'il y ait des questions qui se posent en amont sur la sécurité, sur les transports, sur l'hébergement, sur tous les aspects logistiques des choses. Et puis on s'inquiète toujours de savoir si le pays hôte va être au rendez-vous en termes de médailles notamment. Et là on a une équipe de France qui fait un carton. Donc tout ça fait que aujourd'hui la réussite est là, mais c'est normal de douter, et c'est normal que la presse, notamment les médias, fassent leur travail en amont. Ça a été le cas à Londres, ça a été le cas à Tokyo, c'est toujours le cas. Et nous, on s'est accroché, mais aujourd'hui, on est content d'être là, et on est content 100 ans après d'accueillir le monde, et je crois que ça se voit tous les jours dans la rue. Étienne Taubois, dans le documentaire des frères Naudet, qui se passe dans les coulisses des Jeux, dans l'organisation, au cœur des Jeux, on vous voit avec Tony Estanguet au moment de la dissolution, et vous dites, celle-là, on ne l'avait pas vu venir. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence ? Au fond, sur la partie organisationnelle, assez peu d'incidence. Il y a une continuité de l'État. On a une haute administration extraordinaire. On a le soutien franchement actif. Je veux leur rendre hommage du préfet de police, Laurent Nunez, le préfet de région, Marc Guillaume, Michel Cadot, qui assure une coordination interministérielle importante. Et puis on était, j'allais dire, quelque part, toutes les grandes décisions avaient été prises. Les autres collectivités territoriales, la mairie de Paris, la région Île-de-France, les conseils départementaux, tout le monde était au diapason pour faire que ces Jeux soient une réussite. Donc finalement, c'était en termes organisationnels, l'incidence a été assez faible. Mais alors la crainte, elle était où si ça devait tourner, mais c'était quand même un imprévu, une incertitude qui était compliquée à gérer. C'était quoi votre crainte ? La crainte, c'est quoi, en fait ? Aujourd'hui, vous parlez d'une concorde nationale, d'un engouement, d'une unité retrouvée quelque part. Et au moment de cette dissolution, c'est pas tout à fait le mot qui ressortait. Donc voilà, c'est la réponse à votre question. Quelque part, c'est mieux d'être ensemble qu'opposés. Et on continue à en discuter. Étienne Taubois, 8h40, c'est l'heure du Fil Info, avec Claire Checaglini. À tout de suite. Favori qui pleure, outsider qui rit, qualification hier des basketteurs tricolores face aux Canadiens, invaincus jusque-là, 82-73. En demi-finale jeudi, les Français ont rendez-vous avec les Allemands qui les avaient sèchement battus la semaine dernière. Un grand corps malade pour sublimer l'équipe française de natation artistique. C'est sur la musique du slammer que les Bleus ont effectué leur programme libre hier. Arrivées 5e, elles peuvent encore espérer une place sur le podium aujourd'hui après l'épreuve acrobatique. Yahya Sinwar cible plus que jamais d'Israël. Le chef du Hamas dans la bande de Gaza et instigateur des massacres du 7 octobre prend la tête de l'organisation islamiste. Sa nomination est une raison supplémentaire de l'éliminer selon le ministre des Affaires étrangères israélien. Les Pyrénées-Orientales continuent de suffoquer. La vigilance canicule est maintenue. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Et Étienne Taubois, directeur général du COJOP, on dit comme ça, Jeux Olympiques et Paralympiques, on en parlera dans un instant. Alors, vous, dans vos fonctions, il y a toute une série de... Tous les imprévus, c'est pour vous, il y a plein de choses à décider. Si on les prend dans l'ordre, la Seine, hier, 5e séance d'entraînement annulée depuis le début des Jeux, l'épreuve de triathlon a eu lieu. Reportée d'une journée. La triathlète, je vais y arriver, belge, malade. Est-ce que vous confirmez que c'est pas lié à la qualité de l'eau de la Seine ? Aujourd'hui, j'ai pas d'informations précises à vous donner là-dessus sur les bilans médicaux. En l'occurrence, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on nage d'ailleurs. La familiarisation a lieu pour le marathon, la natation marathon qui aura lieu là dans les jours qui viennent. Jeudi. Voilà, je crois que ce qu'il faut dire sur la Seine, c'est qu'il y a eu un travail absolument extraordinaire qui a été fait par les pouvoirs publics, par la région Île-de-France, par la mairie de Paris, par l'ensemble des départements en amont, pour faire que cette rivière redevienne un lieu de baignade. Et ce qui va être le cas, ça va être un des héritages principal de Paris 2024, et ça c'est une fantastique nouvelle pour les Franciliens, pour les Parisiens, qui pourront à nouveau se baigner dans la Seine dans les années qui viennent. En ce qui concerne les compétitions, on a eu, vous le savez, des conditions climatiques un peu compliquées en termes de météo, avec des pluies abondantes quasiment depuis 3 mois, des pluies records, ce qui a fait que ça a maintenu le suspense un peu plus longtemps qu'on l'aurait souhaité, mais on a suivi ça très très attentivement, et aujourd'hui on est
voilà, on est content de dire que structurellement, la Seine est maintenant baignable en été. Mais vous qui avez toujours voulu mettre les athlètes au cœur des Jeux, Étienne Taubois-Ascaux, là, vous avez le sentiment qu'avec la Seine, ça a été le cas? Oui, parce que on a d'abord beaucoup consulté en amont sur le lieu, avec la fédération internationale, avec les commissions des athlètes, et donc quelque part, ce site s'est imposé comme étant le site préférentiel. Voilà, il y avait un challenge, on l'a relevé, et aujourd'hui, on est plutôt satisfait de ça, et je crois que les athlètes eux-mêmes considèrent que c'était une opportunité extraordinaire de nager dans la Seine et de participer à cette épreuve sur ce site. Il n'y a pas une forme d'obstination politique avec cette mise en lumière, malgré tout ça, tous les jours, avec les analyses qui sont faites? Je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire, mais aujourd'hui, les conditions, vous savez, on mesure tous les jours, plusieurs fois par jour, sur un certain nombre de points, et on est aujourd'hui aux normes des fédérations internationales, de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, donc c'est plutôt une excellente nouvelle, et nous, on est très fiers d'avoir réussi avec, encore une fois, l'ensemble des parties prenantes, relever ce défi. Les cyberattaques au Grand Palais, comme dans une quarantaine de musées d'ailleurs, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, attaque, comme on dit, par ronge-ciel. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a perturbé à la fois l'accueil du public et le déroulement des épreuves? Non, pas du tout. Tout est rentré dans l'ordre? Non, pas du tout. C'est des systèmes qui ont touché plutôt les monuments, enfin la RMNGP. Les systèmes du COJO n'ont pas du tout été touchés. On a un dispositif hyper robuste qui a été travaillé là encore très très en amont avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, l'ensemble de nos partenaires, que ce soit Orange, Atos, Cisco, qui sont rompus finalement à beaucoup d'attaques, puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques traditionnellement sont l'objet de beaucoup d'attaques. Donc je crois que le dispositif... Amélie Oudéa-Castéra parlait hier de 400 millions de cyberattaques aux Jeux de Tokyo. Là, est-ce qu'il y en a eu qui ont été déjoués depuis le début? Oui, bien sûr. Tous les jours, il y a des gens qui essayent de rentrer sur nos systèmes. Il y a des hackers qui se testent sur le dispositif olympique. On fait l'objet d'attaques régulières et le système aujourd'hui tient. Et c'est encore une fois, là encore, un sport d'équipe entre les pouvoirs publics, l'ANSSI, nos partenaires commerciaux qui travaillent sur les jeux. C'est quoi le risque, Étienne Taubois? Il y a plusieurs systèmes. Il y a des systèmes de gestion de l'organisation. Je pense au système des accréditations, à la billetterie, au transport. Tout aujourd'hui on travaille tous avec des systèmes d'information. Il y a aussi tout ce qui touche aux résultats des compétitions, aux transmissions pour les médias, pour que vous puissiez relayer les jeux. Donc il y a énormément de systèmes et de technologies dans les jeux. Et tout ça est parfaitement protégé, encore une fois, avec un travail... Qui a eu lieu depuis longtemps. Il y a également eu une révision de l'ensemble des dispositifs autour de ce qu'on appelle les OIN, les organismes d'intérêt nationaux, pour s'assurer qu'en matière d'énergie, en matière de transport, en matière de télécom, on soit armé pour répondre à la menace. Et d'ailleurs, je pense que ça a participé d'une mise à jour de l'ensemble des systèmes de beaucoup d'entités pour justement faire face à d'éventuelles attaques. Alors, parmi les grands moments attendus aussi de la fin de semaine, il y a le marathon pour tous samedi soir. Ouais. Donc c'est des amateurs. Il va faire très chaud. Le départ est très tard pour cette raison, 21h. Néanmoins, certains s'interrogent. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a une température, par exemple, à laquelle vous direz soit on repousse le départ, soit éventuellement on annule? Parce que visiblement, les prévisions, c'est très, 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 très chaud. Oui, on fait attention à ça, évidemment. Est-ce qu'il y a Il y a un seuil, on parle de 24 degrés moyen. Alors, c'est pas tout à fait la température au sens strict. Il y a aussi, c'est une combinaison entre température, humidité, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire de nuit, pour garantir justement la sécurité des participants. Il y a aussi un 10 km pour permettre à tout un chacun de pouvoir participer. Ça va être une énorme fête. C'est une première de Paris 2024. On a plusieurs premières. La cérémonie en ville pour les Olympiques et pour les Paralympiques, avec le grand public qui peut participer. On a ce fameux Parc des Champions qui tous les jours célèbre les médaillés sur la place du Trocadéro, donc ouvert à tous. Ces épreuves sur route au cœur de ville, et on voit le succès incroyable. Et encore ce matin, les Franciliens, les Français sont entassés au bord des routes pour voir la marche dès le matin. Et puis il y aura ce fameux marathon pour tous, 24 000 personnes qui vont pouvoir courir le marathon dans les conditions des athlètes. Ça va être une énorme fête la nuit de samedi à
à dimanche pour clôturer ces Jeux. Et la fête, elle était énorme ce week-end aussi à Montmartre, notamment dans les rues de Paris pour voir passer les cyclistes, samedi et dimanche. Ça peut faire partie de l'héritage des Jeux ? Bah, oui, je pense que cet engouement qu'on a autour du sport, autour des athlètes, autour du plaisir d'être ensemble, autour de cette célébration d'universalité, c'est quelque chose qui, j'espère, déjà ça restera dans les mémoires, c'est des émotions, et puis je crois qu'on aura envie de reproduire ces émotions. Et le Paralympique qui arrive demain, donc Pierre Abadan, l'adjoint au sport de la ville de Paris, nous a dit ici même il y a quelques jours qu'il avait immédiatement discuté avec les organisateurs du Tour de France pour envisager, c'est pas pire qu'une arrivée au sommet du Mont Ventoux après tout, mais est-ce que ça a été difficile à faire accepter, parce que quand même on y était, Marie comme moi, il y avait une foule incroyable, mais c'est pas simple à organiser. Non, c'est pas simple à organiser. Vous mais a dit, encore une fois, fou, quoi. Depuis le début, on se fixe quand même des challenges un peu sympas, et c'est extraordinaire. Encore une fois, la cérémonie, je vais pas revenir sur la cérémonie d'ouverture en ville, mais c'était un challenge en soi. Il a été relevé. Imaginez qu'on aurait des sports urbains sur la place de la Concorde. C'était un peu dingue comme idée, mais on voit le résultat, c'est magique. Avoir ces parcours sur route, que ce soit le marathon ou le cyclisme, qui mettent en avant notre héritage architectural, culturel, c'est juste magnifique et merveilleux. Alors ça se passe en effet grâce au pouvoir public. Là, encore une fois, je resalue la préfecture de police qui fait un travail extraordinaire de balisage aux côtés des organisateurs, des volontaires, de tout le monde pour faire que cette fête soit possible. Et quand on voit le résultat, on ne peut être que satisfait. Et si le Tour de France repasse par Montmartre dans les années qui viennent, on n'en sera que plus heureux. Et la Vasque, alors, elle reste ? Elle a beaucoup de succès aussi. C'est beau, hein. Oui, c'est très beau, mais ça décolle, c'est magnifique. Mais c'est quand même. Est-ce qu'elle peut rester aux Tuileries ? Pour moi, c'est probablement une des images de ces Jeux. Quand on a vu dans la cérémonie d'ouverture cette vasque, la lumière de la flamme olympique qui vient éclairer la ville lumière, c'est juste magique. Et là, tous les soirs, cette vasque qui s'élève, il suffit de regarder l'émotion qu'il y a autour de ça. C'est un moment à chaque fois hors du temps. Et puis après, elle trône en l'air. Mais où ouais. Concrètement, est-ce qu'elle peut rester aux Tuileries ? Est-ce que ça vous semble raisonnable ? Elle est sécurisée en ce moment, et c'est bien normal. Valérie Pécresse parlait de la Villette, d'un transfert à la Villette. Qu'est-ce que moi, je suis ravi qu'il y ait ce débat. Ça veut dire que c'est quelque chose qui marque. C'est pas à nous, organisateurs, évidemment. Mais ça vous plairait que ça reste ? Vous savez, nous, les anneaux sur la Tour Eiffel, la vasque qui s'élève, tout ça, c'est des symboles fantastiques, et ça montre que ces Jeux sont un succès, et on ne peut être que satisfait de ces débats. Des Jeux qui s'achèvent dans 4 jours. On va évoquer la cérémonie de clôture, on va évoquer aussi évidemment les Jeux paralympiques. Dans 1 minute, le temps du fil info, puisqu'il est 9h-10. Claire Checaglini. Plus que les Françaises pour porter l'espoir d'une médaille de bronze en cyclisme sur piste. Cruelle 4e place hier des Bleus lors de l'épreuve de vitesse côté homme. France-Allemagne, affiche qui a porté chance hier aux handballeuses tricolores. Victoire 26-23 des championnes olympiques en titre. Elles entrent dans le dernier carré. Affiche identique pour les coéquipiers de Nicolas Karabatic. Quart de finale à 13h30. Reprise des recherches ce matin à Sceaux, en Haute-Saône, pour tenter de retrouver Lina. 6e jour de fouille. L'adolescente a disparu en Alsace en septembre dernier. Le principal suspect dans cette affaire s'est suicidé. Nouvelle tension en mer de Chine méridionale. Pékin mène un exercice militaire ce matin autour d'un récif contrôlé par la République populaire, mais revendiqué par Manille. France Info. Le 8-30 France Info. Bérangère Bonte, Marie Bernardo. Et ce matin, Étienne Taubois, directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. On parlera des paras et on parlera de la cérémonie de clôture dans un instant. Le village olympique, vous qui avez disputé les Jeux d'Atlanta, en badminton, parmi vos multiples vies passées, vous étiez rentré avec cette idée que Marie soulignait tout à l'heure, que les athlètes doivent être au cœur du projet. Il y a eu des critiques sur le village olympique, encore ce matin sur l'antenne d'un confrère journaliste espagnol, sur le manque de confort. Vous l'entendez, ou alors vous dites, notamment la clim, typiquement, ça aussi va peut-être falloir s'en passer puisqu'on veut des Jeux vertueux. Qu'est-ce que vous dites ? D'abord, je crois que le village olympique, globalement, il est salué par l'ensemble des comités nationaux olympiques, par l'ensemble des utilisateurs. Je crois que c'est probablement le plus beau village olympique. En tout cas, c'est ça qui nous a été dit, qui était fait. Je crois que le travail de la Solidéo, notamment, qui a réalisé le village, est absolument extraordinaire, avec
un objectif de société qui était en charge de toutes les constructions. Qui chapeautait l'ensemble des constructions pour le compte des Jeux. L'objectif, encore une fois, c'est de construire un quartier de ville. Un quartier de ville pour les 50 prochaines années. Nous, on l'utilise le temps des Jeux, mais c'est un quartier de ville pour les 50 prochaines années. Et c'est comme ça qu'il a été conçu. Et c'était à nous de nous adapter à ce projet urbanistique qui est assez révolutionnaire, qui utilise un certain nombre de techniques modernes. D'abord, dans les matériaux de construction, dans la manière dont on a utilisé le fleuve, par exemple, sur le plan logistique pour construire le village. C'est aussi le recours, non pas à de l'air conditionné, mais à des systèmes de refroidissement via le fleuve qui est juste à côté. On est sur l'utilisation de matériaux qui permet d'avoir, par rapport à la température extérieure, 6 degrés garantis de moins dans les différents bâtiments. Voilà. Et donc, dans une logique aussi environnementale, il a été fait le choix de ne pas climatiser les appartements, en tout cas les chambres des athlètes. On a mis en place des systèmes de refroidissement temporaires pour certains bâtiments, notamment ceux qui étaient les plus exposés au sud ou en hauteur, pour permettre de rester sous les 26 degrés à l'intérieur des bâtiments pour l'ensemble des athlètes. Voilà, donc c'est un choix qui a été fait. Certaines délégations choisissent de refroidir avec des systèmes, là aussi, temporaires supplémentaires. D'autres non. Il y a des athlètes, moi je faisais partie de ces athlètes qui supportaient pas l'air conditionné et qui préféraient surtout le couper dès qu'il y en avait là où on était. Donc voilà, je pense que le village aujourd'hui satisfait les athlètes globalement, évidemment. Après, on a eu, mais comme toute organisation, vous savez, on sert plus de 40 000 repas par jour au village olympique. Il a fallu se régler un petit peu. Avec des super muffins au chocolat, apparemment. Avec des muffins au chocolat qui certains ont réclamé des protéines en plus. On a été obligé, protéines animales on a été obligé de renforcer l'offre en matière de protéines parce que, les athlètes ont réclamé un peu plus. On a été jusqu'à quadrupler. On a aussi dû régler les temps d'attente, etc. Voilà, on s'est adapté et aujourd'hui, tout le monde est satisfait des services qui sont apportés au village. La cérémonie de clôture, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est Thomas Joly qui est toujours aux commandes. Ouais. Elle est presque classique, elle est dans un stade. Donc Stade de France. On va faire les mêmes devinettes que pour l'ouverture. Je crois que je vais faire comme Tony Estanguet, je vais vous dire, venez voir, venez au stade, ça va être un grand moment, encore une fois. Je crois que c'est toujours la fête. Moi, c'est encore une fois, pour un ancien athlète, la cérémonie de clôture, ça marque un peu la fin des Jeux, c'est un peu plus la fête. C'est le moment où tous les athlètes se retrouvent au cœur du stade pour célébrer une dernière fois la joie d'être ensemble. Ouais. Il y a la transmission aux Américains. Il y a la transmission. La maire de Paris transmettra à la maire. Anne Hidalgo va transmettre le drapeau à Thomas Barr, qui va le transmettre au maire de Los Angeles. Les Américains qui ont choisi qui ont prévu, en tout cas on le sait, de Tom Cruise, qui sera là pour le passage de flambeau. Également, vous confirmez? Des mois avant le dire. Il faut demander aux Américains. Bon. La question se pose aussi parce que Tom Cruise, scientologue revendiqué, on va dire, vous avez peut-être entendu la Mivilu de la mission de vigilance contre les dérives sectaires qui a alerté sur la surexposition de cette scientologie. Est-ce que ça pourrait être gênant, cette présence de Tom Cruise? C'est pas à moi de répondre, encore une fois, c'est Los Angeles. J'ai bien dit que c'est pas votre choix, c'est clair, c'est les Américains. Je crois que nous, Paris 2024, on a fait ce qu'on a voulu lors de la transition à Tokyo. Ça a été un grand moment. On était d'ailleurs les premiers à faire assez peu de choses dans le stade de Tokyo, mais à utiliser le Trocadéro pour montrer l'enthousiasme parisien qui attendait le monde 2024. On fait confiance à nos amis américains, nos amis de Los Angeles, pour qu'il y ait un peu de spectacle. Je pense qu'il y aura toujours du spectacle, ils savent faire du spectacle lors de cette cérémonie de clôture. Les Paralympiques, du 28 août au 8 septembre. Alors, il va y avoir un nouveau parcours de la flamme, si j'ai bien compris. Oui. Expliquez-nous. En fait, comme pour les Jeux Olympiques, il y a un parcours de la flamme paralympique. Alors, évidemment, il est beaucoup plus court, puisqu'on a beaucoup moins de temps. La flamme est allumée à Stoke Mandeville, en Grande-Bretagne, ce qui est le berceau des Jeux Paralympiques. Et puis, elle va traverser... partagée en 12, c'est ça? Il y aura 12 flammes. Le tunnel sous la Manche. Et puis, ensuite, on aura comme un faisceau convergent avec 12 itinéraires, en effet, qui
permettront de retraverser la France en quelques jours, hein, puisqu'on a 4 jours pour faire ce relais. Et puis voilà, tous ces faisceaux vont converger vers la capitale pour allumer le chaudron paralympique. Qui sera pas la vasque. Qui ne sera pas la vasque, évidemment, puisqu'on est sur quelque chose de différent. On est sur une flamme paralympique. Mais ça veut dire que la vasque, ensuite, ne va pas être allumée pour pouvoir en profiter encore pendant les Jeux paralympiques ? C'est un mystère. Il faut garder quelques surprises quand même. Est-ce que les sites font le plein pour les Paralympiques ? Puisque ça a été une grande question. Ça, en tout cas, nous, c'est notre objectif. Il faut vraiment que ces Jeux paralympiques... Combien de billets à ce stade ? Il y a un peu plus de 2 800 000 billets en vente. On est aujourd'hui un peu plus d'1,3 million. Donc il faut... on a encore il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités pour voir nos champions qui sont là encore extraordinaires. Comment faire pour que l'engouement de ces Jeux olympiques profite aussi aux Paralympiques ? Je crois que ça va se faire naturellement. Hein. C'est ce qu'on a constaté traditionnellement de jeu en jeu. Les Jeux paralympiques, ça vient un petit peu plus tard. La ferveur se met en place dans le prolongement des Jeux olympiques. Et puis à chaque fois, ce qu'on nous dit, c'est si on avait su, on se serait intéressé plutôt plus fort aux Jeux paralympiques, parce que voilà, on a encore des athlètes extraordinaires, des performances extraordinaires. Je peux vous dire que ça bastonne pendant les Jeux paralympiques, les émotions sont là. Les sites seront les mêmes, c'est ces sites magiques qui aujourd'hui font rêver les Français, le monde entier. Ce seront les mêmes, on a la même ambition pour les Jeux paralympiques et voilà, et donc on va continuer l'aventure, c'est le match retour et on est très excités à l'idée de ces Jeux paralympiques. Étienne Taubois, directeur général du COJOP, donc le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Merci d'avoir accepté l'invitation du 8h30 France Info ce matin.